ne vous a pas donné des facultés qui permettent de comprendre une image en 3 dimensions. Bien sûr, vous êtes capable de reconstruire la 3e dimension en faisant de la stéréovision avec vos 2 yeux, mais si je vous donne une image dense, volumique, vous n'avez pas de moyen de la percevoir de façon correcte. Vous êtes capable, comme les radiologues, de mettre les coupes les unes à côté des autres et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Un long processus d'apprentissage pendant des études de médecine permet d'apprendre à reconstruire en 3D certaines formes, et c'est vraiment très difficile. L'ordinateur, il est bête et méchant, mais dans cette situation, en fait, on peut le doter de l'équivalent de nos capteurs, mais dédié à ça. Par exemple, on peut le doter d'une rétine qui est volumique, qui est dédiée à ce type d'application. Donc malgré ses faiblesses traditionnelles en intelligence artificielle, il est peut-être capable de faire mieux que nous. Et donc ce système, en fait, je ne veux pas vous détailler comment ça fonctionne au niveau algorithmiquement, je vais vous donner une idée de comment ça fonctionne par analogie avec la vision biologique telle qu'elle est connue aujourd'hui en neurosciences. Donc la première chose qu'il fait, ce système, quand on lui donne une IRM de cerveau telle qu'elle sort d'un scanner, c'est qu'il la prend et qu'il la réaligne par rapport à son système visuel. Comme quand vous prenez un livre, personne ne lit les livres de travers, ou alors c'est vraiment... Je serais que devant la forme des cerveaux de ces gens. Donc vous redressez le livre, vous le mettez dans une espèce de grille systématique qui est votre rétine. Enfin, c'est ce que fait ce système, c'est pas vous qui le faites. Et puis après, il y a toute une chaîne de traitement bottom-up, qui au départ est très très focale. Vous allez par exemple détecter les contours du cerveau, les contours externes, les contours internes, et puis petit à petit, en fait, on va commencer à prendre un petit peu de recul. Le système calcule un espèce de moule en négatif du cerveau. Ce que vous voyez en orange ici, c'est l'espèce de surface qui descend dans chacun des plis du cerveau. Ça ressemble un petit peu à ce que vous voyez dans une noix quand vous l'ouvrez, il y a des espèces de surfaces qui descendent dans les plis. Cette entité orange est découpée en petits morceaux qui sont des espèces de plis élémentaires topologiquement. Et enfin, il y a un système de reconnaissance des formes de plus haut niveau qui ressemble un petit peu à ce qui se passe dans le lobe temporal et dans le lobe pariétal chez l'homme, qui va essayer en fait de reconstruire des structures qui ont été décrites par les anatomistes. Et ce système, en fait, il est fondé sur des réseaux de neurones artificiels. Il y en a environ 500. Et chacun de ces réseaux de neurones, en fait, apprend un petit détail de l'anatomie et est entraîné sur une base de cerveau où ces sillons ont été identifiés par un grand spécialiste de l'anatomie. Il y en a très peu dans le monde, parce que c'est vraiment très très compliqué. Je vais vous donner une petite illustration de comment ça se passe. Je vais vous montrer en fait comment ce système reconnaît les sillons sur un cerveau donné. Donc en fait, j'illustre ça avec un petit film où au départ, en fait, on met un nom au hasard sur chacun des petits plis élémentaires, et le système va faire évoluer ces noms de manière à essayer de trouver un consensus entre tous les petits réseaux de neurones qui chacun essaye de trouver ce qu'ils ont appris. Et j'ai mis un code de couleur qui correspond à des couleurs rouges lorsque le système n'est pas du tout content de lui, et puis on tombe vers le bleu quand il y a un consensus local qui se crée. C'est un petit peu comme si chacun d'entre vous avait été entraîné quelques jours à reconnaître par exemple un sillon dans le cerveau, et que puis je sortais un cerveau de mon chapeau et que je vous demandais de vous mettre d'accord sur où est chacun de vos sillons. Donc je vais essayer de faire marcher ce film. Donc pendant un certain temps, il ne se passe rien, et les discussions n'ont plus finir. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est des modèles de physique statistique, des techniques de type recueil simulé. Puis au bout d'un certain temps, il y a un consensus qui se fait au niveau de ce sillon ici, qui s'appelle le sillon central, qui est le sillon le plus stable dans le cerveau, qu'on trouve chez tous les mammifères. Et puis petit à petit, en fait, le consensus se propage. Il y a une espèce de transition de phase, comme un petit peu quand l'eau se solidifie. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que ce système, on ne lui a pas appris à fonctionner comme ça, mais c'est exactement la manière dont fonctionne un expert humain. Il cherche bien sûr les plus grandes structures, les plus simples, et puis petit à petit, il se pose des questions pour aller plus loin. Donc une fois que ce système a été mis au point, on l'a mis en production, c'est-à-dire qu'on l'applique sur des milliers de cerveaux, différentes bases, qui nous permettent d'essayer de trouver la signature de certaines choses. On a validé l'histoire en fait sur quelque chose qui est relativement simple, c'est essayer de voir si dans les formes du cerveau, on ne trouve pas une trace du fait que vous êtes gaucher ou droitier. C'est une question qui se pose en neurosciences, et personne n'avait réellement trouvé de choses claires à ce sujet-là, et donc on a fait tourner notre anatomiste artificiel, il a identifié les plis, les sillons du cerveau de 150 personnes, en l'occurrence 14 gauchers et 128 droitiers, une proportion habituelle. Et puis pour chacun de ces sillons, on a calculé un petit index d'asymétrie, qui est la taille du sillon à gauche moins la taille du sillon à droite. Et puis on a plaqué sur un cerveau pris au hasard, en fait, la médiane de ces index dans chacune des populations. Alors je ne vais pas décrire toutes les asymétries qu'il y a dans le cerveau n'est pas du tout symétrique, vous savez sans doute tous que la plupart des gens, le logage, ça se passe à gauche. Mais si on regarde en fait la région motrice primaire, donc qui pourrait avoir un lien avec la latéralité manuelle, qui se trouve autour de ce sillon dont j'ai déjà parlé, le sillon central, on se rend compte que ce sillon il est bleu chez les gauchers, parce qu'il est plus grand dans l'hémisphère droit, et il est il est jaune chez les droitiers, parce qu'il est plus grand dans l'hémisphère gauche. Peut-être vous savez que tout est inversé, c'est l'hémisphère gauche qui contrôle la main droite. Et en fait, tout se passe comme si la région motrice du cortex, qui est impliquée dans la gestion de la main, du fait qu'elle est beaucoup plus utilisée d'un côté que de l'autre, se développe, crée des synapses, et conduit le cortex à se plisser un petit peu plus pour pouvoir donner la place à tout ça. Donc c'est un petit peu pour vous donner une idée.
Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait qu'on espère trouver la signature de certaines maladies dans le cerveau, dans sa structure, un petit peu avec l'idée que s'il vous manque un câble, c'est comme un ordinateur, il y a un truc qui ne va pas se passer bien. Là, c'est une autre idée, c'est un petit peu voir le cerveau comme un ensemble de muscles, et s'il y a un muscle qui est très utilisé, pour une raison ou une autre, parce que vous êtes maniaque, ou parce que vous avez une profession spécifique, on a tendance à penser aujourd'hui que ce muscle est grossi. Et donc on en trouve la trace dans des images anatomiques toutes bêtes, ou par rapport au fait que ça change un peu le plissement du cortex. Donc là, c'est plus du tout l'idée que c'est développemental, mais c'est l'idée qu'il y a quelques papiers qui ont montré, par exemple, que si on vous entraîne à jongler pendant 3 mois, la région du cerveau qui perçoit la vision, qui perçoit le mouvement, en fait, elle grossit un peu. Et donc, à quoi ça peut servir, je vais conclure là-dessus, en clinique? Par exemple, un exemple sur des enfants autistes. Il y a quelques résultats ces dernières années qui sortent des études du CEA qui ont montré qu'en fait, dans le cortex temporal, une région qui est impliquée dans tout ce qui est gestion des relations sociales, de la compréhension du langage, ce genre de choses, il y a des anomalies fonctionnelles chez les enfants autistes. Et en fait, on s'est rendu compte que le grand sillon, en fait, qui délimite cette région, il est plus petit chez les autistes. Un petit peu comme, effectivement, cette région était moins développée, donc elle avait moins besoin de se plisser. Et encore plus fort, en fait, on s'est rendu compte qu'en prenant un paramètre clinique, qui est une espèce de nombre qui permet de mesurer la gravité de l'autisme, ce nombre est corrélé, en fait, avec la taille de ce sillon. Donc ça va dans le sens que la taille de ce sillon peut contribuer à créer un biomarqueur de l'autisme. Alors, je ne prétends pas qu'en regardant juste une structure anatomique, on va décider si quelqu'un est autiste ou pas, ce serait complètement délirant. Mais c'est l'idée que ça ajoute une information supplémentaire à toutes les approches de type data mining, machine learning, qui en combinant ça avec des données génétiques, des données cliniques, vont être capables éventuellement de prédire un risque important qui pourrait conduire à prendre en charge les enfants très tôt avec des techniques qui restent peut-être à découvrir, mais qui puissent améliorer les choses. Et cette situation se multiplie dans des tas de situations, que ce soit tout ce qui est lié peut-être à la schizophrénie chez les enfants et les adolescents, ou toutes les maladies neurodégénératives. Moi, je suis de plus en plus convaincu qu'on va vivre dans une société dans une dizaine d'années, ou au moins dans les familles à risque, on va faire ce qu'on fait pour la mammographie, pour le cancer du sein. On passera une IRM régulièrement pour voir si on n'est pas capable très précocement de diagnostiquer, par exemple, le développement d'une maladie d'Alzheimer. Je pense que c'est ce qui va arriver, et c'est une bonne nouvelle, parce que tant qu'on n'aura pas des techniques de diagnostic précoce, qu'on peut faire avant les signes cliniques, on aura du mal à essayer des thérapeutiques. Quand le cerveau est déjà très amoché, c'est souvent, on peut imaginer que c'est assez difficile de revenir en arrière, mais si on est capable de diagnostiquer une maladie avant les signes cliniques, peut-être qu'on va trouver des solutions. Et je conclurai sur le fait que tous ces outils, c'est quelque chose qui se passe dans la communauté, sont diffusés gratuitement. C'est un petit peu aussi pour multiplier les chances que les gens trouvent des applications. On n'a pas la prétention au CEA de pouvoir couvrir tout le potentiel qu'il peut y avoir derrière ces outils. Mais c'est aussi une manière de créer un petit peu des standards et puis de confronter ces outils à la vraie vie, ce qui est indispensable avant d'imaginer une valorisation. Et je m'arrête là. Si vous avez peut-être une question pressante, en fait, j'ai un rendez-vous, je ne peux pas y couper, donc je vais partir, donc peut-être que j'ai le droit à une question avant de partir. Mais c'est comme vous voulez.